Je vais couper mon micro. Bonjour. Merci de nous consacrer un temps de discussion depuis Berlin. Nous aurions vraiment aimé vous voir à Saint-Étienne, mais bon, les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Merci d'être là avec nous pour cet après-midi. Merci beaucoup de me recevoir même à distance et désolé de ne pas pouvoir être là avec vous. Merci aussi à tous ceux qui se sont connectés et bonjour à tous. Alors Camille, vous êtes écrivain, essayiste, plasticien et vidéaste. Du moins, c'est ce que dit Wikipédia. Vous êtes aussi musicien et photographe, selon Babelio. Nous, à la médiathèque de Tarentaise, nous connaissons votre roman Vie potentielle, notamment, et puis votre roman graphique Herzl, une histoire européenne. Et puis, c'est la première fois aujourd'hui que les médiathèques de Saint-Étienne ont le plus grand plaisir de discuter avec vous. Alors, on voulait commencer par remercier tous ceux qui ont permis cette rencontre. Donc, l'école urbaine de Lyon, on a aussi l'European Lab, la fête du livre de Rouen, Artiparty. Et je vais, pour ceux qui viennent d'arriver, montrer un peu le lieu où on se trouve. Donc, nous sommes à la médiathèque de Tarentaise et on a la chance d'avoir cette chambre d'enquête qui a été réalisée pendant une résidence à l'école urbaine de Lyon qui s'appelle Enquêter pour élucider quel crime. Et nous avons la possibilité donc de visiter la chambre. Par contre, Sylvain, ça ne fait pas tout ça. Voilà. C'est bien, c'est bon. Merci. Merci. Non, tu peux le laisser. Voilà. C'est bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour justement discuter du roman, du livre Thésée, sa vie nouvelle, qui est paru aux éditions Verdier en 2020. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage, je voulais donner un bref résumé. Alors, Thésée, à la suite du suicide de son frère, Jérôme, et de la perte de ses parents, part de la ville de l'Ouest et va s'installer dans la ville de l'Est. Il emmène ses enfants et emporte des archives de famille, le manuscrit d'un ancêtre et des lettres de guerre, comme vous le dites dans une interview. Ensuite, tout se passe comme si Thésée devait s'éloigner pour pouvoir faire son deuil. Les disparus appellent d'autres disparus dans la lignée. Thésée lit les archives familiales, visite la vie de ses ancêtres et découvre le suicide de certains d'entre eux. Il revisite la vie de ses parents et leurs projets de vie. Alors, il pose des questions qui nous touchent sur le sens du suicide, sur la répétition généalogique, sur l'histoire qui marque profondément les vies, sur les illusions des générations passées sur le système politique et économique. Donc voilà, la présentation étant faite, on voulait commencer pour vous demander quel est le lien entre le livre et cette chambre d'enquête dans laquelle nous nous trouvons. Bien, merci beaucoup d'abord. Je dis juste aussi un petit mot pour celles et ceux qui ont l'habitude de ces outils que nous utilisons virtuels, c'est que je vous ai envoyé un petit bonjour par le chat, le conversé. Donc n'hésitez pas, à celles et ceux qui ont la maîtrise de ces choses-là, de m'écrire si vous avez des questions, des choses que j'aimerais aborder en particulier au fil de la discussion, au fil de la parole. Voilà. Et merci infiniment d'avoir organisé ce dispositif technique pour qu'on puisse voir la chambre. Si vous voulez vous la montrer, je pense qu'il faut s'arrêter sur le mouvement de temps en temps pour que les choses se fixent. Voilà, la caméra se pose. Sinon, lorsqu'on est tout le temps en mouvement, en fait, on est dans le flou. Voilà, tiens, on pourrait s'arrêter là-dessus de la vie marane. Donc, vous voyez, dans ce premier moment de cette chambre d'enquête, c'était, disons, pour reprendre un certain nombre de documents dans lesquels j'ai replongé
pour éclairer un peu quelques énigmes familiales, quelques énigmes généalogiques et pour saisir leur lien avec l'histoire. Donc, si vous voulez, l'objet, l'installation, ce que vous avez là sous les yeux, en fait, est entièrement lié au livre. Et comment? Eh bien, parce que tout simplement, c'est comme si j'avais posé sur un canevas l'ensemble des matériaux, ou peut-être pas l'ensemble, mais une partie des matériaux et des pistes que j'ai suivies. Et comme souvent, lorsqu'on est dans les brouillons, quelque chose s'écrit, c'est comme des palimpsestes, c'est des strates d'écriture qui s'empilent les unes sur les autres. Parfois, vous savez, on écrit un numéro de téléphone même sur un bout de papier qui concernait autre chose. Donc là, je n'ai pas écrit les numéros de téléphone, je n'ai pas repris ça, mais j'ai plutôt essayé de donner sur ce canevas une trace de cette vaste enquête. Et vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous peut-être pour d'autres livres à venir en voyant cette chambre d'enquête, parce qu'il y a l'ébauche, il y a les graines d'autres livres, d'autres enquêtes, d'une certaine façon. Voilà, donc c'est comme un canevas brouillon, archive, indice, comme on fait aussi parfois dans les enquêtes policières, qui tourne. Alors si vous voulez avancer un petit peu vers le panneau de droite, qui est le panneau des années 80. Donc là, on est dans les années de guerre. Là, on est pendant les années de guerre. On est dans ce moment 39-45, ce moment où on cache, ce moment où on floute des identités pour ne pas subir diverses formes de déportation. C'est aussi le moment où il y a des désespoirs. On voit ici Talmaï qui est une des figures du livre et qui se suicide le 30 novembre 39 dans Thésée, sa vie nouvelle. On voit la question des synchronies, on voit ce mot synchronie. On voit des points d'émergence pour peut-être d'autres livres, comme cette trace de la bombe d'Hiroshima et cette question sans cesse de qu'est-ce que laissent les grands événements de l'histoire dans nos corps. On voit évidemment des traces de l'extermination, la question justement du zyklon B qui est un pesticide. Donc on voit déjà cette jonction entre ce que nous faisons à la Terre, ce que nous faisons au corps humain. Voilà, on voit les os, là, les premières, cette radio des os et qui fait lien avec le livre et avec ces problèmes de paralysie que Thésée connaît. Et puis si on va plus loin, que reste-t-il voilà, du judaïsme? C'est aussi ça, Thésée, c'est l'histoire d'un judaïsme qui se perd, qui se mélange aux nations, qui se mélange à des vies françaises, des vies en Suisse également, à Genève, des vies européennes, des vies chrétiennes, qui rejouent le grand scénario de l'Espagne au moment de l'expulsion, mais peut-être qu'on y reviendra. Puis ensuite, on bascule sur ce panneau des années 70. Alors, si vous avancez encore un petit peu, voilà, on voit, c'est cette arrivée à Paris, la figure du père de Thésée, qui est un double de mon père, mais on sait très bien que lorsque l'on bascule dans un livre, l'adéquation n'a jamais lieu. Il y a toujours un écart entre celles et ceux dont nous parlons dans les livres et celles et ceux qui ont véritablement existé. Donc Thésée, c'est aussi ça, c'est une leçon ou un travail sur l'écart entre le texte écrit et la vie réelle. Et puis on arrive, voilà, sur, si je devais présenter la chambre d'enquête comme une enquête sur un mort, une mort, comme on fait dans les films policiers, parce que ça ressemble presque, on pourrait dire, à un polar. Thésée, sa vie nouvelle, c'est pourquoi ça meurt, qui meurt, comment, pourquoi et pour quelles raisons. Eh bien, on le voit là, Jérôme, ce frère de Thésée dans le livre, qui entretient évidemment des relations très étroites avec un frère dans ma vie réelle, et qui s'est suicidé le 1er mars. Donc, on est presque dans une date anniversaire, si vous voulez, aujourd'hui. C'est ce qu'on appellerait aussi une synchronie. Ces dates qui traversent le livre, qui traversent Thésée. Donc, voilà, là, on voit les deux frères. Moi, j'étais voilà, le petit, lui le grand.
Et donc, c'est une enquête qui est lancée à partir du suicide d'un frère. Dis-moi, mon frère, hein, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Ce sont les premières phrases du livre. Dis-moi, mon frère, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? C'est une phrase et une question qui pose dès les premières lignes du livre une énigme. Un suicide, dans nos cultures, souvent on en a honte, encore parfois aujourd'hui. Les familles parfois cherchent à taire ces événements. Mais c'est surtout une dimension du meurtre ou du crime que l'on rapporte à un choix individuel. On va dire c'était son choix, ou on va dire il ne pouvait pas faire autrement, ou on va dire les circonstances l'ont amené à faire ça. Et cette question, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, pose la question d'une responsabilité plus vaste. Vous voyez, c'est sortir d'une certaine lecture du crime pour relancer l'enquête. Voilà en quoi ça s'appelle une chambre d'enquête. C'est nous allons partir à la recherche, peut-être, je dis bien peut-être, de causes plus vastes, de liens plus indicibles, de choses plus profondes. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette dimension autre, hein, qui se voit dans ce vaste canevas de la chambre d'enquête et que l'on retrouve dans Thésée, sa vie nouvelle, qui est cette dimension généalogique dans son lien à l'histoire. Alors, je peux peut-être vous éclairer certains points, notamment l'écriture hébraïque, que je retrouve, puisque c'était la quête d'un père pour moi, et dans Thésée, c'est la quête générale, mais on voit à la fin, si vous basculez vers la droite, vers la fin, on voit cette écriture en lettres hébraïques. Non, pardon. Ah oui, c'est la droite pour moi. C'est de l'autre côté. Ouais, c'était tout en haut. Si vous montez un tout petit peu, voilà. Hop. Un peu moins. Voilà. Donc, si on s'arrête là-dessus, alors peut-être qu'il y a des hébraïsants. Non, à droite, l'écriture hébraïque. Oui, alors il y a cette question, évidemment, que c'est la matière que nous ne savons pas encore. Et voilà. Cette lecture, donc on sait que la lettre hébraïque est très proche encore d'un certain nombre de mots et de formes dans le monde, mais ces deux mots-là, les hébraïsants le verront d'emblée, en fait, c'est une clé qui appelle au-delà de la culture juive, c'est tikkun olam, qui charrie une idée de réparation du monde. Comment est-ce que l'on répare? Olam, c'est le monde, ou si vous voulez l'univers, enfin c'est des ensembles plus vastes, mais enfin c'est cette dimension très enveloppante de quelque chose qui nous déborde, qui nous dépasse, qu'on va appeler le monde. Et le tikkun, c'est l'idée de réparation. Et donc c'est cette question de Thésée qui est une question, je crois, plus vaste pour nos vies collectives. Est-ce que l'on peut réparer? Qu'est-ce qui est réparable? Qu'est-ce qu'on peut réparer lorsqu'il y a eu des guerres, des blessures, des disparitions, des morts, et dans le cas de Thésée, ce corps qui donne le sentiment qu'il le quitte, quoi, que le corps est en train de partir. Voilà, un peu cette première prise de parole pour vous expliquer comment ça circule entre le livre et la chambre d'enquête. Oui, merci pour la présentation de la chambre d'enquête, effectivement. Pourquoi est-ce que vous avez appelé cette chambre, enfin comment dire, ça nous semblait un peu une œuvre d'art en fait. C'est un peu de l'art contemporain. C'est une installation d'art contemporain qui existe à elle seule. À un moment donné, dans un de vos entretiens, vous en parlez de ça. Elle peut exister sans la lecture du livre, on peut s'en approprier. Et c'est une lecture parallèle, en fait. C'est une autre façon de rentrer dans l'histoire. Oui, c'est exact. La manière que j'ai de travailler, vous m'avez présenté, et je suis heureux de voir que Wikipédia ne dit pas que des bêtises, même s'ils en disent beaucoup et on a la maîtrise dessus. Mais
vous avez cité plusieurs, disons, formes de langage. Moi, il y avait des photographes dans ma famille. Bon, il y avait aussi des gens qui étaient dans la vie économique, dans la vie industrielle. Il y avait des journalistes, il y avait toutes sortes de gens. Mais disons que lorsque je me rapporte, moi, à la question de l'art, je parle d'écriture au sens large. En fait, pour moi, et ça déborde la question de l'art, en fait, c'est, on va dire, il y a de l'écriture. Nous autres, les sapiens, les humains, nous faisons ça. Nous écrivons. On va parler d'écriture chorégraphique, d'écriture architecturale, d'écriture urbaine, d'écriture juridique, puisque j'ai une formation de juriste également. Donc, moi, mon affaire, ma chose, mon occupation, ma mission dans la vie, c'est de travailler sur l'écriture, avec de l'écriture. Et on va parler évidemment d'écriture photographique, etc. Donc, moi, je fais ça. J'ai, d'une part, des outils d'écriture, et d'autre part, j'ai des questions qui me sont posées, qui peuvent être des questions politiques, des questions historiques, des questions intimes, biographiques, des énigmes, voilà. Et je vais essayer de répondre par l'écriture à ces questions qui me sont posées. Donc, je vais avoir des terrains de recherche. Alors, quand j'ai commencé, j'ai ouvert le terrain de recherche Thésée, sa vie nouvelle. À l'époque de Vie potentielle, puisque vous l'avez mentionné, j'avais ce terrain de recherche sur qu'est-ce que c'est que la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction? Qu'est-ce que c'est que les histoires? Pourquoi nous vivons dans les histoires? Vous vous souvenez, il y a des histoires et des histoires et des histoires qui sont racontées. Et puis, il y a ce personnage narrateur qui dit « Mais pourquoi je raconte ces histoires? Pourquoi je les raconte? Comment ces histoires se lient à ma vie ?» Donc, j'avais cette question-là sur les histoires. Avec Thésée, j'ai une question sur la blessure. J'ai une question sur le trauma. J'ai une question sur ce que fait la grande histoire sur nos corps, dans nos vies. Voilà. Et donc, à partir de là, il va y avoir différents objets. Alors, il y a un objet livre, et aujourd'hui, il y a un objet installé, qui est la chambre d'enquête, que vous voyez sous une forme pas tout à fait terminée, puisqu'en fait, les personnes qui pourront voir cette chambre dans un espace, disons, d'art, si un jour ça intéresse des lieux d'art, alors les gens pourront s'asseoir face à la chambre d'enquête et il y aura un enregistrement avec ma voix qui va par fragments évoquer certains des documents, certains souvenirs, certaines conversations, comme une archive sonore d'une recherche. Voilà. Et en fait, je crois que cette archive sonore, j'espère en tout cas, puisque c'est mon souci tout de même, c'est jamais, disons, parler de soi, mais toujours parler, disons, si on parle de soi, c'est toujours pour l'autre, pour les autres, sans doute beaucoup chez moi, pour les enfants, pour leur expliquer ce que c'était que ce siècle, pour leur dire qu'est-ce que les gens du passé ont traversé, qu'est-ce que nous avons traversé. Eh bien, j'espère que même seul, sans le livre, la chambre d'enquête permettra pour celles et ceux qui sont là dans cette pièce, face à cette canevas avec ma voix, de se rapporter eux-mêmes à leur histoire, à l'histoire de leurs ancêtres, de leurs parents, de ce qu'eux ont traversé, comme un grand exercice de transmission de ce qui a eu lieu, avec ce souci d'essayer de donner un peu de sens à cette sorte de grand chaos dans lequel nous sommes souvent emportés. Donc c'est ça, en fait, chaque objet peut être dans son autonomie, ils entretiennent ensemble des relations, et dans ces relations, ça dessine une sorte de monde et de chemin de recherche, et j'espère, donc voilà, bon, j'espère encore pouvoir vivre quelques années, j'espère aussi en bonne santé, mais que ça laisse une trace d'une recherche qui pourra, j'espère, produire du sens pour d'autres. Voilà. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, à peu près, chez moi. D'accord. Alors, j'ai préparé une autre question, mais j'invite les participants à demander la parole s'ils veulent aujourd'hui poser aussi une question à Camille de Toledo
lors de notre rencontre. Alors, nous avons remarqué que le livre a une forme spéciale. Il y a peu de majuscules au début des phrases, plusieurs formes de texte, quelques textes très étirés pour mettre en valeur la fameuse question qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, mais aussi d'autres questions qui reviennent dans le roman. Et puis aussi, nous avons remarqué votre goût pour l'archive originelle, des écritures carrément qui ne sont pas tapées à la machine, l'écriture originale, des photos, hein, c'est un texte mélangé avec des photos. Pourquoi est-ce que vous faites le choix de vous affranchir des conventions? J'aime bien cette question. Je vais essayer de... Je cherche encore ce qui tournait autour de cette notion d'habitude. Mais on dit parfois, vous savez, qu'il faut commencer à manger le pain par l'endroit où c'est le plus dur. Comme s'il s'agissait par le pain, par l'action de manger, de casser les habitudes pour en inventer d'autres, pour déplacer en fait. C'est presque corporel en fait. C'est changer les vieux plis de la lecture. Je crois que j'ai un peu travaillé sur cette notion plus vaste de lecture. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit ? Et on parle, vous avez raison, de convention de lecture. Je viendrai après sur pourquoi dans le travail d'écriture, parce que chez moi, ça n'a pas à voir avec ce souci de casser les conventions de lecture ou de transgresser quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça a lieu. Mais c'est intéressant d'aborder cette question des conventions de lecture, des habitudes. Il y a, c'est vrai, des conventions dans la lecture. Et je pense que j'ai en tout cas moi, comme lecteur, ce plaisir-là. À être d'une certaine façon bousculé dans mes habitudes. C'est comme si quelque part on ouvrait une fenêtre nouvelle, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un vent frais, d'un mouvement, d'une dimension de vie en fait qui revenait, qui permettait de relancer l'acte de lecture, hein, qui permettait de nous sortir de nos plis, de nos conforts, alors on pourrait dire même de nos conforts un peu de bourgeois de la lecture, c'est-à-dire ah bah oui, tout est à sa place, non. Tout d'un coup, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui nous déplace, qui nous oblige peut-être à ne pas arrêter de lire ou à être embarrassé sur le moment de l'arrêt. Et je le prends de grand maître. Enfin, lorsqu'on lit Moby Dick, on a l'impression que c'est un grand classique et que tout ça est bien posé. Non, Moby Dick est une modernité extraordinaire dans les formes, mélange la forme du théâtre, il y a des scènes théâtrales avec les noms des personnages au milieu, il y a des scènes très narratives. Donc chaque livre, en tout cas qui m'a marqué, est un livre qui change, qui déplace, qui oblige à recréer comme lecteur. Comme si j'invitais en fait celles et ceux qui le lisent à dire est-ce qu'on peut accepter de se déplacer pour nous remettre collectivement en mouvement ? Pas seulement moi dans l'écriture, mais vous également dans la lecture. Alors c'est ça que peut-être ça fait. Mais je ne voudrais pas du tout donner l'impression que c'est calculé, que c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comme dans Vie potentielle, comme dans tous mes livres. Chaque matière, c'est comme un sculpteur. Vous savez, les sculpteurs, lorsqu'ils parlent de leur création, ils disent parfois « la matière m'a amené à tel endroit ». Un stri dans le bois, une âpreté, une dureté particulière du marbre à tel endroit, une forme particulière de la matière choisie qui va tout d'un coup élancer un bras. Voilà. Il y a ça aussi avec le texte. Et il y a ça, et c'est pour ça que là, j'étais particulièrement en lien avec la matière documentaire, c'est que je voulais ne pas renoncer à la fiction, mais faire face à la matière du réel. En fait, je ne pouvais pas tordre. Vous savez, quand on dit j'écris un roman, on a l'impression d'une liberté infinie.
disant, bah, je peux emmener le personnage ici. En fait, non, il arrive un moment où dans les textes, la matière même vous guide. Vous êtes plus libre. Quelque chose vous oblige. Et évidemment, comme ce texte se pose la question des morts, de ce qui reste, je voulais faire face à leur visage, je voulais faire face à leur corps, je voulais les rappeler dans la page. Je voulais sans cesse leur demander, est-ce que vous m'autorisez à raconter cette histoire? Est-ce que vous m'autorisez à la raconter comme ça? Et est-ce que vous m'autorisez à comprendre ce que j'ai pensé avoir compris et qui m'a permis de finir ce livre? Et ça n'est pas avec quelque chose, une démarche avec un objectif pour produire tel effet. C'est pas ça. C'est vraiment dans la matière, dans le travail. Et pour finir, de manière presque plus pragmatique, j'ai moi-même fait du documentaire. Donc, je sais ce qu'il en est du montage. Le récit commence dans le documentaire lorsqu'il y a montage, lorsqu'on commence à se demander où est-ce que l'on coupe la parole et où est-ce qu'on la reprend. Et on sait très bien que la narration documentaire naît de ces actions de montage, de coupe, de reprise, dans les matériaux également collectés. Et voilà. Donc, c'est la somme un petit peu de tout ça qui, je crois, vous répond. D'accord. Et est-ce que c'est valable aussi pour cette chambre? Parce que quand je regarde, alors je bouge un tout petit peu, on a des formes qui sont assez proches de ce que vous venez de dire. En fait, on n'a pas vraiment des majuscules, mais on a des intensités du trait, on a aussi des différentes tailles d'écriture. Est-ce que c'est la même matière qui vous guide, qui vous emporte pour cette chambre? Non, je dirais que non. Je dirais que c'est encore autre chose. Là, il y a plus la possibilité, notamment parce que justement, on a la matière du bois, la couleur, ces documents en noir et blanc photocopiés, ces pages travaillées, marquées, la question du dessin. Là, je dirais qu'il y a plutôt d'autres dimensions. Je vais en noter deux. Je reviens parce qu'elle m'est chère, c'est une notion de palimpseste. C'est qu'on écrit toujours sur d'autres écritures. Il y a des strates on parle parfois dans les études littéraires ou autres, c'est le terme savant, c'est la sémiose. Le sème, le shem, c'est le mot en hébreu, c'est sème, c'est sémiologie, sémiotique, c'est tout ce qui a à voir avec les signes. Et les lettres, ce sont des signes. Ce sont des codes aussi, ce sont des signes. Et donc, si vous voulez, là, ce que ça permet, c'est un empilement, un enchevêtrement de signes, de shem, de sem. Et on va essayer de créer des liens entre ces signes qui vont être pris comme des indices. Et donc, à cet endroit-là, je dirais que la photographie ne se distingue pas de la lettre, qui ne se distingue pas du dessin. Vous voyez comme quoi tout ça peut s'aplatir comme un enchevêtrement de ce qui fait signe. Donc, ça, c'est cette écologie des signes. Une sorte de sémiologie, c'est ça, c'est un système de signes. Alors, il y a tout ça. Donc, ça, c'est une première dimension et qui est connexe avec l'autre chose qui m'est toujours très chère, c'est, vous savez, quand on apprend à écrire, en fait, quand on est enfant, on dit toujours, j'ai 3 enfants et je l'ai vu même pour eux, on apprend à dessiner. Vous savez que à l'école, lorsque les enfants apprennent à dessiner, c'est comme déjà une pédagogie d'apprentissage de la lettre. Un visage, on apprend, le trait se précise, la main s'exerce. Et dans les alphabets aussi, on sait ça, que les premiers alphabets des systèmes cunéiformes en Mésopotamie, etc., c'est des systèmes d'écriture qui commencent à codifier le dessin de la lettre, avec même les idéogrammes égyptiens très connus sous le nom d'hiéroglyphes, qui présentent des systèmes de signes à partir de dessins, qui renvoient à des formes réelles dans le monde. Alors ça, j'aime beaucoup. On voit ça aussi sur la chambre d'enquête, lorsque
il n'y a plus tellement de différence qu'une écriture appelle un dessin, qui renvoie à une photographie, voilà. Je dis par ailleurs que ce sont des dessins que je dessine souvent sur mes cahiers de brouillon. Là, on voit, tiens, histoire de la blessure, combat avec l'ange. Alors ça, voilà, je peux m'arrêter là-dessus. Et dans ma chambre, quand vous entendrez ma voix, vous entendrez ça. Je dirais, bah oui, que cette histoire du combat avec l'ange, celles et ceux qui un peu connaissent un tout petit peu les récits bibliques, en France, ils sont de moins en moins nombreux, c'est dommage. C'est le combat de Jacob avec cette silhouette. On ne sait pas si c'est un ange, si c'est un homme, si c'est Dieu. Et il en sort blessé. Il se bat toute la nuit. À la fin du combat, il est renommé. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'évoque dans Thésée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai transformé par la fiction. C'est que nommer, se renommer, c'est déjà changer. C'est changer la vie. Donc c'est l'histoire de Jacob. C'est qu'il se bat avec cette force. Il ne comprend pas ce qu'elle est. Il en sort blessé. Mais à la fin, il en sort avec un autre nom qui signifiera, c'est selon les traductions, enfin les étymologies qu'on va vouloir trouver, celui qui s'est battu avec Dieu. Et donc, il y a ça dans cette canevas, dans cette chambre d'enquête, beaucoup d'indices qui font le lien entre des multiples manières de faire signe. Voilà. J'invite les participants à intervenir s'ils le souhaitent. Il y a des questions, je vois, dans le conversé. Oui, quelles sont ces questions? Alors, je peux vous les lire. Je vais faire les questions. Je ne vais pas faire les questions et les réponses, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Ipad. Mais je suis... Merci. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre projet de roman graphique autour d'Isaac Babel? Ah, bah, c'est quelqu'un de très, très bien informé. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cet écrivain? Merci beaucoup. Alors ça, il n'est même pas encore annoncé. Alors, il y a un initié. Il y a un initié. J'en saurai peut-être plus sur ce message, mais en tout cas, je peux répondre, bien sûr. Et il y a une autre question, 7 ans de Fatiha, ou Fatiha, je ne sais pas comment on prononcerait bien. C'est avec les gutturales, les ha. Cette enquête est-elle une manière pour vous de vous soigner? L'envie de cette enquête généalogique est-elle pour essayer de répondre au suicide des hommes dans votre famille? Je répondrai oui à ces deux questions d'une certaine façon. Ce besoin d'enquêter est arrivé dès la disparition du père, de la mère ou de votre frère. Je trouve votre travail et le récit sur cette enquête remarquable. Merci beaucoup. Merci déjà pour votre lecture. Merci pour vos questions. Oui, il y a un motif. Je parlais du tikkun, de la réparation. Il y a un motif. Mais avant même la guérison, puisque je ne suis pas guéri à l'issue du livre, beaucoup de gens me posent la question, est-ce que vous allez mieux? J'aime toujours bien cette question. C'est comme que j'avais vu un jour Christian Bobin, cet écrivain très chrétien et très beau à sa manière, devant une file de lecteurs, et chaque lecteur lui demandait parfois de lui apposer les mains pour la guérison. J'ai appelé ça l'écrivain thaumaturge. Il y a toujours cet espoir chez nous autres humains avec le langage, que le langage guérit. Ça nous vient de la psychanalyse, mais ça nous vient de la confession dans une tradition chrétienne, ça va nous venir de la prière, d'une certaine façon, dans tout type de foi. Comme quoi la parole aurait cette puissance-là, en fait. Je crois à une certaine puissance du langage, mais je crois qu'aussi le langage a des limites et c'est une erreur parfois de trop faire confiance au langage. Alors donc, je ne suis pas soigné, je ne suis pas complètement guéri, mais avant même Thésée, sa vie nouvelle, c'était surtout une manière de tenir, c'est-à-dire de survivre. Et j'emploie un terme important de revivre, revivance. C'est une tentative pour passer de la survie à la revie, c'est-à-dire que ça se remette à vivre à partir de la mort, qui est une position très différente. La survie, c'est vivre après la mort, avec la mort, et sans avoir quitté le trauma. Les survivants sont celles et ceux qui
ne sortiront plus du trauma, parce que le trauma est indépassable. Dans l'histoire des guerres, des déportations, des exils, de l'esclavage ou autre, il y a cette dimension de la survie qui ne parvient jamais vraiment à relancer la vie. C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à retourner à l'endroit du trauma pour y relancer du vivant. Quand je dis du vivant, c'est vraiment la fleur qui pousse, hein, qui sort de terre. C'est c'est le printemps, quoi. C'est quand à l'endroit des endroits morts, quelque chose retrouve le vivant, une puissance de vie. Ça repousse. Donc, il y a des lieux qui n'arrivent pas à repousser. Et moi, j'ai un lieu dans le corps, pour l'instant, qui n'arrive pas à repousser. Donc, je suis encore un peu paralysé, un peu empêché. Voilà. Et vous me posez la question du point de départ. Je dirais que le point de départ de Thésée, c'est l'énigme. Le suicide de mon frère, j'aurais pas écrit le même livre si ça n'était que ça. La mort du père, de la mère dans la foulée, non plus. Non, le point de départ de Thésée, on le voit d'ailleurs dans la chambre d'enquête lorsqu'on voit des dates et lorsqu'on voit le mot synchronie qui est au milieu de la chambre. Je ne sais pas si vous pouvez nous le montrer. Je vais essayer. Ce mot de synchronie, voilà. Le point de départ de Thésée, c'est pour ça que c'est une enquête. Voilà, c'est ce mot. C'est la synchronie. Et qu'est-ce que la synchronie? Sync, on entend dans synchroniser, évidemment le chronos du temps, et c'est ce que j'appelle dans le livre les lapsus du temps. C'est quand des dates, en psychogénéalogie on parle des dates anniversaires, c'est quand deux événements séparés par le temps eh bien, surviennent à une date particulière. La mort d'un ancêtre, la naissance d'un enfant. Donc dans Thésée, c'est la mort de Talmaï et la naissance de Gatsby. Dans Ma vie réelle, c'est le suicide d'un Camille et la naissance de mon père, qui était un Gérard Philippe. Voilà, c'est ça, les synchronies. J'en ai d'autres. C'est donc la naissance d'un frère, de mon frère Jérôme, et le suicide, et la mort de ma mère, un 26 janvier. Et ce que Thésée pose comme question, c'est qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça a lieu? À partir du moment où on ne dit plus « Oh, c'est une coïncidence ». Parce qu'évidemment, on peut vivre avec cette idée c'est du hasard, c'est une coïncidence, oh, ben ça arrive. Mais les gens qui se sont intéressés à ces questions ont calculé parfois la probabilité que ça arrive. Et la probabilité, souvent, elle est presque aussi proche, elle est proche de la probabilité qu'il y ait la vie sur Terre dans tout le système galactique, c'est-à-dire infime. Et évidemment que lorsqu'on commence à poser cette question, vous savez, on est proche de ces vastes questions du hasard et de la nécessité, de ce qui fait sens, de pourquoi y a-t-il la vie, pourquoi ceci arrive, etc. Et donc ça, c'est la synchronie. C'est est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que j'ai quelque chose à découvrir? Est-ce que le fait que ma mère soit morte le 26 janvier et le jour de la naissance, il y a longtemps, d'un frère, et ces dates du 30 novembre, est-ce qu'elle me porte pas à essayer, avec mes outils, de comprendre quelque chose? À ma place, à ma vie, pour mes enfants, et plus généralement pour celles et ceux qui me liront. Voilà le 30 novembre. 30 novembre 39, 26 janvier 1973. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Et je ne suis pas, évidemment, le premier à me poser cette question. Il y a une longue histoire de la synchronie, alors que je ne vais pas vous raconter là, mais qui est assez fascinante. Et c'est vrai qu'à la lecture de Thésée, sa vie nouvelle, on se demande si le temps existe, en fait,
parce qu'il y a une répétition des mêmes événements, il y a quelque chose un peu d'inéluctable, de tragique, de bêtement répétitif aussi, d'automatique, de destin enfermé. Et à la fois, on se demande finalement si l'histoire elle est terminée. On a l'impression que l'histoire de la famille s'arrête avec toutes ces disparitions et en même temps, il n'y a rien qui s'arrête puisque ça continue et le fait que ça continue, est-ce que c'est pas cruel? Enfin, c'est pas une question, c'est des impressions que je vous livre là. Oui, c'est très beau que vous évoquiez ça et parfois j'ai pu avoir comme ça des retours de lecture qui disaient il y a quelque chose de trop triste parce qu'on a le sentiment d'une fatalité, comme si tout était écrit. Et je comprends qu'on puisse avoir cette lecture et je ne crois pas que c'est la vôtre parce que vous précisez justement qu'il y a ça continue et on le sent, mais je voudrais simplement m'arrêter un instant sur cette sensation-là. L'acte d'écrire, c'est un acte de foi et d'énergie, justement, c'est éclairer le passé. La mission de Thésée, c'est, il dit parfois, nettoyer les eaux noires du temps. On sent en fait la force qui le prend, c'est une force pour celles et ceux qui suivent. Je les appelle parfois les poursuivants. Celles et ceux qui suivent. Donc, il y a un après, il y a un avenir, il y a toujours un avenir. Et il y a une autre chose qui doit vous mettre sur la voie sur une lecture non fataliste de Thésée. C'est que Thésée, contrairement au récit pur, ne cesse d'accomplir des opérations de fiction pour l'avenir. En fait, Thésée, c'est un travail de reprogrammation généalogique. C'est comme si je reprogrammais par les noms. Je vais vous donner un exemple pour être encore plus concret. Dans certaines traditions, lorsque la mort s'acharne sur une lignée ou sur une fratrie, et qu'arrive un autre enfant qui naît, et qu'il est passé à côté de la mort pour une maladie quelconque. En fait, on le renomme, on va changer son nom. Et dans certaines traditions, on dira c'est pour pas que les anges de la mort le trouvent. Comme si par le nom, par le verbe, on arrivait à semer le trouble sur ce qui est fatal, sur ce qui fait mourir. Et ça, c'est l'histoire de ma vie d'une certaine façon. Moi, je me suis renommé, j'ai repris le nom de ma grand-mère, mais il y a ça en fait dans tout mon travail, c'est le langage peut nous aider à réencoder, à transformer les lignées du passé pour accoucher d'un autre avenir. Donc ça, c'est très du côté de l'espoir, si vous voulez. Et puis, je dirais une dernière chose sur votre question, parce qu'elle est belle dans le rapport au temps. C'est magnifique ce temps et les différentes conceptions du temps. Et là, quand vous voyez la critique des 30 Glorieuses, là on est plus sur Berlin, l'Europe et mon frère, mais il y a un panneau de la chambre d'enquête qui est plus consacré aux 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est ce temps après la Seconde Guerre mondiale qui a donné lieu à cette... Voilà, on y est. Vous voyez, growth en anglais, c'est la croissance. On voit cet usage des pesticides. Mais ces 30 Glorieuses désignent ce temps d'une grande avancée. Et c'est cette idée du progrès, cette idée d'une avancée, du développement, d'un mieux, d'un bonheur à venir, de ce qu'on va appeler la flèche du temps moderne. En fait, c'est juste une conception du temps, parmi tant d'autres, extrêmement dominante et qui nous fait faire beaucoup de bêtises, mais c'est une seule conception du temps. Et nous vivons, disons, nous les enfants des modernes, dans cette idée-là, que le temps va vers du mieux ou va vers du progrès ou en tout cas avance. Mais il y a 1000 autres conceptions du temps. Et une qui, moi, m'émeut beaucoup, c'est celle du temps, le philosophe Nietzsche appelait ça l'éternel retour. Mais c'est le temps cyclique.
le temps cyclique. Dans d'autres traditions, également amérindiennes, on dit parfois que le futur est dans le passé. Pourquoi on dit ça? Parce que ce sont les grands ancêtres qui fixent les destins. Et pourquoi donc le futur est dans le passé? Parce que si nous nous tournons vers les ancêtres et que nous arrivons à leur parler, il peut être qu'ils nous indiqueront des chemins à venir. Donc, c'est ainsi que le futur est dans le passé. Le temps cyclique ou le temps circulaire, c'est celui que vous désignez intuitivement en disant on a l'impression que les choses se répètent. Et effectivement, vous savez, dans nos vies, il y a un endroit où le temps circulaire se maintient. C'est le calendrier. Le calendrier, les saisons, en fait, il y a une persistance du temps cyclique. L'hiver, le moment où ça meurt, le printemps, le moment où ça renaît, l'été, le moment des réjouissances, l'automne, le moment où ça, d'une certaine façon, ça va vers le repos, ça retombe. Ça, c'est un temps circulaire. Le temps des rituels religieux, c'est un temps circulaire. Lorsqu'on répète des récits, lorsqu'on raconte l'épisode de l'Exode, ou lorsque dans d'autres, on va parler du prophète, lorsqu'il s'en va. Tout ça, c'est des temps circulaires. Le temps des rituels est circulaire. La Pâque chrétienne, la Pâque juive, etc. Tout ça, ce sont des éléments circulaires. Et il y a un dernier point sur cette question du temps, qui est plus en lien avec Thésée, c'est ce qui concerne la psychologie. La psychologie observe, depuis qu'elle s'élabore, depuis la fin du 19e, des phénomènes de répétition. En fait, nous avons des mécanismes en nous qui produisent les répétitions. Ça rejoint peut-être votre question sur l'habitude. Nous avons des phénomènes de répétition. Parfois, on dit « Oh, je fais comme ma mère ». « Ah, tu ressembles à ta mère. Ah, tu fais comme ceci. Ah, tu fais comme ça. » On voit qu'il y a comme ça en nous des choses qui viennent produire de la répétition. Et évidemment, c'est là où on se met à manger le pain par le bout où la croûte est dure pour pouvoir un peu relancer la vie, pour dire bah, je vais sortir de ces répétitions. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, peut-être réactions. Merci beaucoup pour vos réponses. Mais est-ce que le refus de la synchronie n'est pas, ça c'est Michel que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Ah, voilà, le refus de la synchronie n'est-il pas la condition de notre liberté? Ça c'est une vaste question. Et encore, Ipad, qui ne dit toujours pas son nom, qui reste Ipad et qui pourtant connaît l'existence de Babel, dans votre réflexion sur les fins, et puisque vous avez choisi de porter le nom de votre grand-mère, est-ce qu'une œuvre pourrait naître du 31 mars 1492 et du destin des Maranes? Eh bien, voilà. Je vous laisse reprendre la parole parce que, mais en tout cas, nous avons ces deux questions en suspens et je serais ravi d'y répondre. Mais je vous laisse d'abord reprendre la main. D'accord. Alors ici, nous sommes plusieurs collègues en fait avec la chambre d'enquête. Et puis, il y a une autre question qui est surgie. Un collègue voudrait la poser. Non, simplement tout à l'heure, vous avez parlé et dans le livre, il est beaucoup fait question de revivance et quelquefois de résilience. Est-ce que ces deux vocables, à la fois se chevauchent et ont aussi des différences? Et pourquoi vous avez utilisé plutôt le terme de revivance, hein? Merci beaucoup pour votre question. Je réponds à celle-ci et j'oublierai pas le chat, notre conversation. Elle est importante. Peut-être qu'elle m'invite à parler de ce travail de l'écriture. Aller chercher la manière la plus juste, mais parfois aussi éviter les mots trop entendus. Je ne dirais pas que c'est mon premier motif, mais à vous entendre comparer les deux mots, je pense que je suis évidemment un lecteur de Boris Cyrulnik, de ce qu'il a fait de ce terme. Je le connaissais avant ses travaux de la psychologie, mais je trouve admirable cet homme. Voilà, je trouve que j'ai plaisir à l'écouter.
souvent, lorsqu'il y a une grande force, parfois même, je dirais, spirituelle chez certaines personnes, beaucoup finissent par les écouter. C'est le cas de Boris Cyrulnik, notamment d'ailleurs en réponse à ces très très grandes épreuves traversées. Avant lui, moi je travaillais avec d'autres outils aussi sur la question du sens. Je pense à Viktor Frankl, qui lui parlait de logothérapie sur la quête de sens, en fait, dont parle souvent Boris Cyrulnik. Mais c'est une grande force, c'est une puissante question, celle de la résilience. Elle passe par l'art, souvent, Boris Cyrulnik l'a dit lui-même. Mais il arrive un moment, en fait, où un usage dans l'espace public, un usage politique, Marielle Massé vient d'écrire un livre sur la pollution verbale, c'est-à-dire cette notion qu'il y a dans la parole quelque chose qui parfois est usé ou mal utilisé ou trop utilisé, qui nous oblige à faire des pas de côté. Toujours dans cette souci d'ailleurs de relancer le sens, la vie, la question en disant « Ah tiens, si on le déplace, le mot, peut-être que ça veut dire un peu autre chose. Peut-être qu'on était passé à côté ou peut-être qu'à force de trop regarder un usage, on a besoin de faire un pas de côté. » Ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas mon objectif, mais c'est la réflexion laquelle m'amène votre question. Pour ce qui est du terme « revivre », revivance, je crois que j'ai donné quelques clés lorsque je parlais de ces terres infertiles que l'on arrive soudain à remettre en vie, lorsque des terres usées ne donnent plus rien, lorsque la sécheresse vient et que l'on arrive en fait à refaire venir ce chai, cette puissance de vie, c'est ça en fait la revivance. La résilience dirait autre chose, elle est placée à un autre endroit. C'est peut-être plus cette capacité à vivre après les traumas. Avec revivance, je vais plus insister sur ce qui demande à rejaillir, ce qui cherche à renaître presque, j'allais dire. Donc voilà, il y a ces petits écarts et surtout, il y a une autre chose qui est une raison littéraire. C'est que je dialogue avec la psychologie, bien sûr, en écrivant Thésée, mais je dialogue surtout avec la littérature. Et moi, je suis un grand lecteur de la littérature de survivance, de Primo Levi jusqu'à Imre Kertész. Et dialectiquement, ça me semble plus juste que le mot entre en relation avec survie. Revie, d'une certaine façon, c'est l'étape d'après lorsque l'on quitte le XXe siècle et que l'on s'en éloigne. C'est le XXe siècle nous a laissé beaucoup de fantômes, il nous a laissé beaucoup de spectres, il nous a laissé beaucoup de blessures, des blessures industrielles, des blessures de guerre, des blessures de rupture généalogique, de disparition, de destruction, de mort, etc., etc. Et nous nous éloignons de ce siècle. Et la question est celle donc plus d'une survivre au XXe siècle, mais revivre pour le XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est sans doute ça qui m'a plus conduit à utiliser ce terme. Je voudrais ajouter. Est-ce que je peux ajouter une question qui est part du même mouvement qui vous a poussé à faire des périphrases, notamment. Je me disais par rapport à ce, notamment vous parlez du frère survivant, du frère qui s'est pendu, de la ville de l'Est, de la ville de l'Ouest. Pourquoi toutes ces périphrases et pourquoi ce refus, en tout cas l'évitement peut-être que vous avez à dire, à nommer les choses? Est-ce que c'est pour faire ce pas de côté, comme peut-être à utiliser le mot revivance, effectivement, à essayer de permettre de voir à nouveau, de voir autrement? Est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé à ces périphrases-là?
en vous entendant, j'en prends conscience, mais je crois que, d'ailleurs, je ne sais pas finalement si... en fait, j'ai toujours eu des difficultés, vous savez, à mémoriser, quand je faisais des études de lettres, à mémoriser les figures de style, parce que je trouve qu'elles fixent en fait, la langue, mais vous avez raison, ça s'appelle bien des périphrases. Je trouve le mot dur. Oui, mais moi aussi, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Non, mais vous avez raison, il y a de ça, mais je trouve le mot dur parce que c'est comme si justement du vivant, ça devenait de la pierre en fait. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de vous dire. D'abord, bon, en fait, il y a la dimension du mythe. Ça ne vous aura pas échappé que toute l'histoire, en fait, qui semble une histoire biographique, est tirée du côté du mythe, est tirée du côté, même, je dirais parfois, du langage biblique, enfin, qui rejoint ce qu'on disait sur le temps mythique, sur le temps circulaire. C'est de dire qu'il finalement, il y a des fondamentaux. C'est ce que dit aussi Thésée sur l'archaïque. En fait, on va dire, pour les choses voilà, comme ça, c'est que d'un point de vue stylistique, le moderne, ce serait le prosaïque. Alors j'aurais dit Berlin, j'aurais dit ce qu'il y avait dans mon frigidaire peut-être, j'aurais dit des choses plus prosaïques que dit le roman, enfin qu'a dit le roman au XXe siècle, dans certains usages. Parfois, ils aiment bien même, les écrivains, mettre des noms de marques, des trucs... qu'avait fait Pérec d'ailleurs. Moi, je dialogue beaucoup avec Pérec. Pérec, c'est l'indépassable, si vous voulez, de la vie mode d'emploi. C'est un indépassable du prosaïque. Il en fait même un mythe. Il envoie l'ordinaire, il lui donne la dimension du mythe. C'est ça qui est fabuleux chez Pérec. Bon, voilà, ça a été fait. Et il me semble qu'il y a quelque chose de plus juste aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, à relancer depuis l'archaïque. Dans le livre de la faim et de la soif, un de mes livres chez Gallimard, c'est sans cesse un dialogue avec les mythes, les contes, les fables, les histoires qui nous fondent. Et voilà, moi, peut-être que j'écrirai un jour des choses plus prosaïques. Ça, c'est pour la dimension, disons, s'il y avait un pur choix esthétique. Mais ce n'est jamais un pur choix esthétique. Il y a un choix éthique, souvent, dans le fait de périr, de tourner autour, de déplacer. C'est quoi? C'est de protéger des vivants, c'est de protéger des noms, c'est de protéger des descendants de ces gens-là. C'est que l'acte d'écriture, vous savez, c'est des suicides. Le suicide, c'est des choses qui laissent des marques dures, terribles dans les familles parfois. Et moi, je me débat avec beaucoup d'impossibles. Thésée, c'est un livre qui est écrit, qui est cerné par des impossibilités de dire pour ne pas blesser forcément, ou pour simplement que les autres puissent continuer à se raconter leurs histoires, ne serait-ce que ça. Et donc chez moi, il y a cette dimension qui est très forte, c'est de dire je ne veux pas ajouter de la violence à la violence. Il y a déjà eu assez de violence. Donc je vais chercher le lieu. Et on parle de périphrase, parfois on pourrait dire aussi cette faculté d'euphémiser, ou de dire autrement, qui permet de... Vous savez, on ne dit pas mort, par exemple. On dit il est parti. Bon, ça a une fonction dans le langage. Et parfois, elle est un peu euphémisante, un peu pénible. Mais lorsqu'elle cherche à dire le plus dur, tout en étant, disons, tout en recherchant une forme de douceur, je pense que là, c'est cette dimension éthique qui s'impose, qui se comprend. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a bien compris que l'enquête est importante, la recherche, comme élucider un crime, la thématique qu'on avait avec la fête du livre de Bron. Est-ce qu'il s'agit de trouver une vérité? Je crois que je n'ai pas trouvé ce mot vérité dans votre livre, je crois. Ou est-ce qu'il s'agit de dénoncer un mensonge? Comme dénoncer, on sent une force quand vous dénoncez le mythe, quand vous attaquez le mythe de la réussite française
de la période des Trente Glorieuses, le mythe d'une réussite européenne, soi-disant réussite européenne. Hein. Et donc, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il s'agit pour vous de dénoncer ce mensonge, quoi? Alors, jamais. J'espère jamais, et j'espère que ce jamais vaudra jusqu'à ce que je quitte cette bonne vieille terre. Dénoncer jamais. Il y a des mots chez moi comme ça, c'est très difficile. Dénoncer pas. Mensonge, ce serait l'enfant en moi qui dirait mensonge. L'enfant qui dirait à ses parents, vous m'avez menti. Ça, il y a une part d'enfance, et j'aime bien dans ce mot ce rapport à ces droits que l'enfance a à la vérité. Les parents peuvent mentir ou ne pas mentir. Ils peuvent dire la vérité ou pas. J'ai laissé libre cours à cette voie-là, à certains endroits du livre, notamment parfois la dureté du jugement de Thésée sur ses parents. C'est exact. Il y a quelque chose qui parfois dit ça, qui dit, mais je crois que j'emploie jamais ce mot, ou si je l'emploie, c'est toujours en termes de vos légendes. Ouais. Vos légendes. Et c'est très différent. C'est très différent. Et l'étape d'après, je vais essayer d'être court parce que je vois que je suis toujours l'étape d'après, ce serait de vous répondre sur la vérité. La vérité dans Thésée, elle est inaccessible. Elle est inaccessible. Ça tend vers une élucidation. Ça cherche à élucider. Vous dire ce que moi j'estime par mon enquête, ce que j'ai trouvé dans l'histoire familiale, je pourrais vous le dire. J'ai essayé de lui donner une forme en écrivant Thésée. J'ai dû l'écrire d'une certaine manière parce que je ne pouvais pas le dire avec des éléments strictement documentaires. Donc je suis passé par la fiction. Quelqu'un récemment parlait d'un texte d'Aragon qui s'appelle « Le mentir vrai ». Je n'aime pas forcément le terme, mais ce qu'il désigne est juste, c'est que je vais en passer par une histoire pour élucider quelque chose qui tend vers la vérité, tout en ayant la sagesse de dire ce que je vous donne là n'est qu'une légende, mais dans cette légende, il y a peut-être quelque chose qui tend vers le vrai, et cette légende, pour l'instant, n'a que l'humilité de dire qu'elle s'oppose aux autres légendes, et donc notamment celles que vous avez mentionnées. Donc, d'une certaine façon, c'est légende et contre-légende. J'écris une légende qui vient se confronter, remettre en question, discuter la légende dans laquelle Thésée, et je crois beaucoup d'entre nous, ont pu vivre après la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour faire une remarque, pour poser une question? N'hésitez pas. Alors, je vois des questions, donc je vais les reprendre. Il y en a des très fortes, je ne sais pas combien de temps on a encore. Il y a Leila Zenaf, votre intervention, cela amène à une question. Au début, vous avez parlé d'un judaïsme qui se perd. Selon vous, quel événement semble être lié à cela? Par ailleurs, pouvez-vous revenir sur l'expulsion des Juifs d'Espagne? Voilà, ça c'est une question qui rejoint la question sur le maranisme de Claudine, puisque maintenant je sais qui était l'IPAD. Et merci. Dans votre réflexion sur les fins, puisque vous avez choisi de porter le nom de votre grand-mère, est-ce qu'une œuvre pourrait naître du 31 mars 92? Donc je vais te dire un mot de ce mot marane, de la vie marane, de ce que j'entends par marane et de ce lien avec l'Espagne. Et puis il y a la question de Michel. Je vais peut-être commencer par la question de Michel, essayer d'être bref, mais surtout en fait en témoignant de ce que je comprends de sa question. Et voilà. Le refus de la synchronie n'est-il pas la condition de notre liberté? Donc j'essaye de l'interpréter. En bref, dans Thésée, il y a des synchronies, c'est ce que je vous disais, il y a des dates qui se répètent. Ça donne le sentiment que tout est écrit ou qu'il y a une sorte de fatalité. Et évidemment, la question de Michel fait sens. Pourquoi? Parce qu'elle dirait
que la liberté, c'est ce qui cherche à s'élancer face, contre, à rebours, en réponse à la fatalité. C'est ce qui se dresse contre la fatalité. Hein, c'est Antigone, quoi. Enfin, on dirait que c'est déjà en rapport à la loi, donc c'est encore autre chose. Mais c'est donc c'est quelqu'un face à l'orage. L'orage étant la fatalité ou l'ouragan. Et voilà, donc il y a quelque chose de la liberté qui vient s'affirmer contre. Moi, je comprends cette question et je pense que, voilà, des éléments, je crois que j'ai déjà donné des éléments de réponse, introduire l'élément de la fiction, se réapproprier son histoire à partir du langage, la transformer, remettre de la fiction dans ce qui était justement que du documentaire pour essayer de faire naître une autre histoire, déplacer le nom de l'enfant pour pas qu'il soit rattrapé par les anges de la mort. Enfin, il y a tous ces actes de liberté qui cherchent à déplacer des fatalités. Mais je crois qu'il y a un pli dans cette conception-là de confrontation un tout petit peu trop campé. C'est-à-dire, ça fait par la force. Et je crois qu'en fait, il y a une conception un peu plus humble de la liberté et qui consisterait au contraire à bien cartographier tout ce qui nous détermine, tout ce qui est là en fait, qui pèse sur les corps, qui se joue dans les répétitions et dans les mécanismes psychologiques, parfois dans certaines fatalités de milieu. C'est-à-dire c'est vraiment c'est penser quand même la liberté pas comme la part romantique d'Albert Camus, mais plutôt avec Durkheim et ce que nous dit également désormais la psychogénéalogie, c'est de dire il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui travaille, qui nous travaille, la parole d'un père, la parole d'une mère, on sait l'impact sur les enfants d'un père qui répète « Ah, tu vois, c'est toujours la même chose avec toi », et ça va durer une vie, parce qu'on va être emprisonné dans cette parole, et je crois qu'aussi la psychanalyse nous aide beaucoup à renseigner cette vision plus humble de la liberté, cette portion plus ténue où ça travaille. Pas la grande liberté du libéralisme, du deviens ce que tu es, repris par les manuels de management américains et du capitalisme pour vous dire soyez, tout vous est ouvert, devenez ce que vous voulez être, etc. C'est être plus attentif en fait à l'inertie des corps, des psychologies, de l'histoire en nous, pour être un peu plus humble en fait par rapport même à la matière dont nous sommes faits. Ça, c'est ma réponse. Et c'est, je crois, que ce que j'ai été vraiment amené à faire aussi, moi, dans l'époque où j'étais vraiment totalement paralysé et complètement mis à terre. C'est une grande expérience de l'humilité d'un corps qui ne peut plus bouger et qui donc voit ces grands champs de la liberté comme des pures fictions, en fait, non pas forcément du pouvoir, mais de celles et ceux qui peuvent encore, ou qui peuvent plus. Voilà. Pour le Maran et ce monde Maran, donc là, ça m'oblige à simplement vous dire un tout petit peu plus de moi, même si je pense qu'on écrit surtout pour s'effacer. C'est toujours intéressant, quand on est en tout cas entre gens bienveillants, de pouvoir parler de ces choses. Moi, alors, d'abord, il y a une dimension du maranisme qui m'intéresse, qu'elle est plus collective. Elle dit quelque chose pour moi de l'Europe et de l'histoire de l'Europe. Le maranisme, c'est des textes enchevêtrés les uns sur les autres. C'est j'étais juif, je suis devenu chrétien parce qu'on m'y a forcé. Donc, vous avez la question de l'assimilation, vous avez la question de la multiplicité des croyances, donc résultat de la multiplicité des traditions. Vous avez un texte qui s'enchevêtre. Par ailleurs, vous avez une épreuve de la violence d'État, puisque c'est l'Espagne du 16e siècle, 15e siècle, qui dit « soyez comme ça, sinon vous mourrez », ou « soyez comme ça, sinon partez ». Et je trouve que cette violence en Europe se répète sans cesse par l'histoire des nations,
C'est une longue histoire qui a concerné un grand nombre de ce qu'on va appeler des minorités. C'est la violence de l'assimilation. Donc c'est une très longue histoire et c'est en cela qu'elle m'émeut, elle m'intéresse. Voilà, parce que c'est quand même un de mes combats d'essayer de définir cet espace qu'on appelle Europe sur d'autres bases, sur les bases de ce qu'on pourrait appeler de la traduction, du palimpseste, des minorités reliées. Je parle parfois du trait d'union entre les traditions. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire advenir par le langage. Thésée, c'est un corps mémoire de l'Europe entrelacée, si vous voulez. C'est pas tellement mon histoire, même si évidemment j'utilise beaucoup d'éléments. L'acte de création, l'acte littéraire, il participe aussi de ce travail de dire qu'est-ce que serait ce corps de l'Europe. Dans Oublier, trahir puis disparaître, le narrateur, voilà, il met des noms de villes dans différents endroits de son corps. Il y a toujours ça, de créer un corps collectif, un corps qui dise un état réel, entrelacé des mémoires, des traditions. Donc, vous voyez, dans Thésée, c'est quoi ? Thésée, c'est un nom de la mythologie grecque. Jérôme, c'est une histoire, entre autres Hieronymus, de traduction, d'histoire du christianisme qui fait un rapt sur d'autres textes, des textes notamment araméens, des textes hébraïques évidemment, pour en faire une seule Bible chrétienne, même catholique d'une certaine façon. Donc on voit que Jérôme est la figure sacrificielle de la traduction. C'est celui qui à la fois réduit les textes multiples, les multiples traductions, et qui en même temps meurt sur l'autel de cette réduction. Donc il y a tous ces signifiants, toutes ces significations qui font écho à l'Espagne, à ce point d'origine qui n'en est pas une pour moi. Alors j'expliquerai pourquoi, mais voilà, ce que ça cherche à faire, c'est ça essentiellement aussi Thésée. C'est produire un corps mémoire d'une Europe, et je vous rappelle les épisodes dans le livre où il y a cette fraternisation de ces Talmaï, de Nissim, Talmaï étant resté à l'arrière, de Nissim avec les goumiers algériens, avec ce cri Allah Akbar dans les tranchées du Nord en Belgique, face à un ennemi allemand. Enfin, c'est étendre cette notion d'Europe, en fait, lui donner un corps autre, lui donner un corps plus entrelacé, plus mélangé, et montrer que le corps sacrificiel, c'est celui du traducteur. C'est toujours le traducteur qui meurt. Donc Jérôme, c'est celui qui meurt, c'est celui qui est tué sur l'autel de la traduction en disant l'Europe persiste dans cette idée de nous sommes la France, nous sommes l'Allemagne, wir sind Deutschland, we are England and we are the UK and we are separated, et nous sommes l'Italie, etc. Et vous multipliez par le nombre de langues et vous verrez que tout tranche, tout coupe toujours. Et c'est en cela pour moi que la littérature ne peut jamais être d'accord avec le politique d'une certaine façon. C'est que la politique ou le droit, ça va chercher à couper, à trancher, alors que la réalité de nos vies est toujours entrelacée. Donc ça, c'est ce qui fait écho à cette histoire marane, dont je vais avoir une compréhension très étendue. Je vais avoir une acception très étendue du mot marane, parce que pour moi, un turco-allemand, avec le trait d'union, c'est une forme de maranisme. C'est un texte familial auquel s'ajoute un texte de la société dans laquelle on arrive, dans laquelle on vit, ou dans laquelle on est. Voilà, quand on dit franco-algérien, on parle en fait de cette réalité d'un maranisme, c'est-à-dire d'une multiplicité de textes qui cherchent leur point de coïncidence dans une personne humaine. Et je trouve que justement, c'est tellement difficile de trouver ces points d'équilibre après des époques qui ont tant tué, tant brassé, tant fait violence, tant ceci, que je trouve toujours terrible de voir la violence avec laquelle le politique s'insinue là-dedans en disant, voilà, c'est comme ça, il faut être comme ça, il faut oublier sa langue, il faut oublier une de ses langues. Donc voilà un peu ce que fait Thésée. Puis après, bon, pour finir juste sur une touche personnelle,
moi, j'ai introduit cette énigme dans ma vie à un assez jeune âge, puisque dès mon premier livre, j'ai décidé de reprendre le nom de ma grand-mère, donc qui s'appelait Marguerite de Toledo, qui est elle-même la fille d'un juif ottoman qui venait de Édirne, de Andrinople, et d'une femme originaire d'Italie, de Altamura. Ça, je n'en parle pas dans le livre, mais d'autres livres arriveront, ou peut-être je parlerai de ces dimensions-là, mais qui est catholique, enfin de tradition catholique. Et avant ça encore, donc si je remonte vers l'Empire ottoman, c'est la communauté juive turque, et puis avant encore l'Espagne, de Toledo, ça veut dire ceux qui venaient de Tolède. Et en France, on a un metteur en scène qui est maintenant très connu, qui s'appelle Toledano. Toledano, c'est un nom de Tolède, mais sauf que c'est le an du suffixe, Toledan, qui veut dire ceux qui sont passés, bon, enfin, c'est le an de provenance. Voilà, lorsque plutôt mon père me racontait que c'était celles et ceux qui étaient passés par l'Afrique du Nord, et d'autres étaient plutôt passés par le de provenance du nord de la Méditerranée. Donc ça, j'ai introduit cette dimension-là, et c'est même mon père qui avait déjà introduit ce trouble, puisque déjà sur le tard et avant le suicide de mon frère, il avait voulu se reconvertir, je devrais dire, ou se convertir au judaïsme. Il avait voulu partir en Israël. Moi, c'était un peu stupéfiant, et il avait mené ce travail lui aussi d'enquête pour retrouver l'histoire de Toledo, donc depuis l'Espagne. Donc j'ai un film chez moi, j'avais participé au montage. Donc évidemment, ce sont des souvenirs qui sont très marquants, avec par ailleurs pas mal de souvenirs qui remontaient en lui de ce que lui racontait sa mère pendant la guerre, puisque bien que fille de couple mixte pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été requalifiée comme juive par les lois de Vichy. Donc on voit aussi la fragilité de ces liens. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement forcément rapporter le judaïsme, mais c'est plutôt, d'abord, j'en ai besoin, c'est comme si j'avais une béquille, parce qu'il y a beaucoup de liens au langage, à la foi, qui passent par là chez moi. Mais c'est plutôt pour dire, voilà comme nous sommes complexes, voilà comme tout ça est fragile, comme tout ça est enchevêtré, comme tout ça est toujours plus complexe que les réductions qui vont être politiques, juridiques ou parfois médiatiques d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin. On voulait avant tout remercier Camille de Toledo, rappeler la lecture du livre, Thésée, sa vie nouvelle. Rappelez aussi, alors on s'était posé la question tout à l'heure si on allait vous demander de faire une lecture pour nous, mais en fait on a trouvé sur le net de très belles lectures du premier chapitre de ce livre, donc on invite ceux qui nous regardent de les écouter, de les regarder. On invite aussi le public à regarder le site de l'école urbaine parce que les documents, les enregistrements, les podcasts qui sont dans le site sont vraiment enrichissants par rapport à ce travail d'enquête. Et on rappelle que cette rencontre sera mise en ligne sur le site de la médiathèque au plus vite, en fait, au plus vite. Je remercie donc aussi les collègues qui ont permis la réalisation de cette rencontre et à toutes les personnes qui ont participé. Merci beaucoup. Et si je peux dire un dernier petit mot, c'est surtout vous remercier de tout cœur. J'espère que c'était audible, mais en tout cas, ce que vous aviez réalisé là, c'est la première fois en fait qu'on arrive à mettre à ce point-là en relation le livre, la chambre d'enquête. Donc c'était vraiment un moment particulier pour moi et voilà, c'est fort, émouvant. Merci à Isabelle, enfin merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ça possible. Et puis, pas nommément, parce que je vois, bon, on n'est pas si nombreux, mais merci à toutes celles et ceux qui sont là derrière les noms de Zoom. Et j'espère un jour à venir en vrai dans votre belle ville post-industrielle, et comme met Berlin d'ailleurs à sa façon.
Et, Tout à fait. et voilà. Merci. Et surtout, je nous souhaite à beaucoup de bientôt être sortis de la pandémie pour pouvoir nous retrouver.